et bon réveil, vous êtes sur i24 News, c'est le morning, merci d'être avec nous. Voici les titres à la une de l'actualité. 4 jours après l'attentat qui a tué un bébé palestinien, les services de sécurité israéliens resserrent leur étau et arrêtent un chef de file juif extrémiste. Arrestation symbole ou lancement d'une vraie politique répressive. Décryptage dans un instant. Tel Aviv s'est lancé dans des travaux pharaoniques après une vingtaine d'années de discussions, de projets et des semaines de préparation. La construction du tramway de la ville a démarré. Résultat, des bouchons, des commerçants exaspérés et même des rats. La Californie est ravagée par le feu. L'état d'urgence a été décrété et des milliers de personnes évacuées. Si la sécheresse persiste, un record d'incendies pourrait être battu cette année. Et puis c'est la fin d'un feuilleton estival. Après 8 jours passés en France, le roi d'Arabie Saoudite a quitté prématurément la Côte d'Azur. On vous dit pourquoi dans un instant. Enfin, contrairement au roi saoudien, eh bien les Français, eux, ont choisi de voyager Frenchy. Les chiffres du mois de juillet viennent de paraître. Moins cher et plus proche, les juilletistes ont tenu à rester à l'intérieur de l'Hexagone. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, regardez ces images. Ça s'est joué tard hier soir à Jérusalem. Un cocktail Molotov a été lancé par des Palestiniens sur une voiture qui a rapidement pris feu. Une passagère de 27 ans a subi des brûlures sur 15% de son corps et a été emmenée à l'hôpital Hadassah Ein Kerem. Son mari, également dans le véhicule, n'a pas été blessé. Et c'est dans ce contexte de tension que les recherches se poursuivent pour retrouver les auteurs de l'incendie criminel qui a coûté la vie à un bébé palestinien vendredi. Ces activistes appartiennent à une mouvance extrémiste basée dans les implantations. Mathias Inbar a tenté de les approcher. Reportage. Kfar Tapouar, au cœur de la Cisjordanie. L'implantation juive y abritait pendant des années un groupe attaché à l'idéologie radicale d'extrême droite, kahaniste. Mais depuis, ces derniers ont peu à peu quitté les lieux pour se rendre dans les collines qui surplombent le village. C'est là que l'on retrouve la famille Perelman. Elle était en 2010 dans le viseur des services de sécurité israéliens pour activités terroristes. Depuis, l'affaire a été classée sans suite. Et face au drame de Douma, il y a très peu de place à l'examen de conscience. Personne ne sait encore ce qui s'est passé à Douma. Quand tu as 16 ou 17 ans, tu te crois sur le toit du monde. Je le sais parce que j'en faisais partie aussi. Je ne pense pas que cela peut nous aider, au contraire. Même si ce n'est pas bien que ce bébé ait été brûlé et si personne n'avait réagi, si Binyamin Netanyahou ne s'était pas excusé. Enfin, je veux dire que nous aussi, nous avons des fous chez nous et celui qui doit aller en prison ira en prison. Ça s'arrête là. Pas besoin de se prosterner et de leur lécher les pieds. Le QG de ces jeunes des collines de Tapouar, le voici, une tente au milieu de la nature. C'est en allant en leur direction que nous voyons que nous ne sommes pas les bienvenus. Ce jeune nous bloque la route. Nous tentons alors une approche, sans succès. Il nous évite et cherche à cacher son visage, avant de prendre son téléphone et de s'éloigner. En ligne, Moshe Auerbach, placé en détention administrative et depuis assigné en résidence par les services de sécurité intérieure. Il lui est reproché d'avoir écrit et distribué un document sur la nécessité d'attaquer des biens et des personnes non juives. Nous n'en saurons pas davantage. Ils viennent de recevoir un ordre devant nos caméras. Ils doivent quitter les lieux. Si rien ne filtre encore sur l'enquête autour de l'attentat de Douma, l'un des responsables du village de Kfar Tapouar refuse les amalgames. Pour lui, si l'attaque s'avère être l'effet de terroristes juifs, cela n'a rien à voir avec les habitants juifs de Cisjordanie. Nous ne sommes pas concernés par ces actes criminels. S'il y a des criminels, et je le répète, il faut que l'enquête le prouve, le gouvernement doit traiter le problème. Nous sommes venus ici pour peupler, non pour être criminels. Si des jeunes des collines viennent me voir en me disant qu'ils ont fait un acte répréhensible, je leur dirai que c'est interdit de le faire, d'un point de vue légal, religieux et moral. En attendant, pour faire face à cette jeunesse des collines, le gouvernement israélien a autorisé la détention administrative de personnes soupçonnées d'implication dans des activités terroristes.
Voilà, et précisément, on vient de le dire, les services de sécurité intérieure qui ont vu leurs prérogatives élargies depuis cet attentat à Douma ont opéré hier à une arrestation plus que symbolique. Il s'agit d'un des leaders de cette mouvance d'extrême droite, chef de file, juif extrémiste. Cyril, il s'agit de Meir Ettinger. D'abord les faits. Oui, il n'aura pas fallu longtemps donc, au Shabak, les services de sécurité intérieure, pour mettre en application cette nouvelle politique de durcissement vis-à-vis des terroristes juifs après le feu vert donné dimanche matin par Moshe Yaalon, le ministre de la Défense israélien, à la détention administrative. Eh bien, le Shabak a arrêté hier Meir Ettinger, c'est un extrémiste juif arrêté hier à Safed, dans le nord d'Israël, c'est une ville religieuse, en raison de ses activités au sein d'un groupe juif extrémiste. Alors, attention, il faut préciser qu'il y a pour l'instant rien ne permet d'établir un lien entre cette arrestation et les violences anti-palestiniennes de Douma, l'incendie meurtrier qui a coûté la vie au bébé palestinien Dali Dawabché. D'ailleurs, Meir Ettinger, qui a été arrêté, a publié jeudi dernier sur son blog La Voix juive toute implication dans cet incendie. En revanche, il a été arrêté et il est soupçonné d'être le cerveau d'un groupuscule responsable de cet incendie. Et on s'en souvient, le 18 juin dernier, cet incendie de l'église de la multiplication des pains sur les bords du lac de Tibériade. On sait que c'est un haut lieu du christianisme. Plus généralement, depuis 2014, il est soupçonné d'avoir mis au point un vaste plan d'action qu'il a baptisé la rébellion. De quoi s'agit-il? Eh bien, de multiplier les attaques contre des cibles palestiniennes pour obtenir une espèce d'effervescence dans la rue palestinienne, pour provoquer la colère des Palestiniens et, in fine, renverser le pouvoir en place en Israël. Voilà, déstabiliser le pouvoir en place en Israël. Alors, on le voit sur ces images, il s'agit d'un très jeune homme finalement. Que sait-on de Meir Ettinger? Quel est son profil? Il est très jeune, quand on le voit sur ces images, on a l'impression d'avoir un jeune adolescent. Il a que 24 ans, ouais. C'est le petit-fils et le digne héritier de Meir Kahana, avec lequel il partage d'ailleurs le même prénom. Meir Kahana, c'est le rabbin fondateur du mouvement raciste anti-arabe CAR, celui qui avait fondé durant sa jeunesse aux États-Unis la Ligue de défense juive et qui avait été ensuite interdit à la Knesset, dont le parti avait été interdit à la Knesset précisément justement parce qu'il s'agissait d'un parti raciste. Alors Meir Ettinger, ça fait longtemps qu'il est sous les radars du Shabak, des services de sécurité intérieure. C'est la cible numéro 1 de ce qu'on appelle la division juive au sein de ces services de sécurité, c'est-à-dire celle qui est en charge du terrorisme, de l'activisme, de l'extrémisme juif dans les territoires palestiniens. Il y a 6 mois déjà, eh bien, le Shin Bet, le service de sécurité intérieure, voulait placer en détention administrative ce Meir Ettinger, mais le parquet avait refusé, car à l'époque les prérogatives n'étaient pas aussi élargies qu'aujourd'hui. Le Shin Bet avait dû se contenter d'un ordre d'expulsion de Cisjordanie. Meir Ettinger n'avait plus le droit d'entrer dans les territoires palestiniens, ni même à Jérusalem. C'est donc la raison qui l'avait poussé à s'installer à Safed, et c'est dans cette ville précisément qu'il a été arrêté hier donc par la police. Alors pour finir, Cyril, au-delà de l'effet d'annonce avec cette arrestation hautement symbolique, est-ce qu'on peut parler désormais du début d'une vraie politique répressive à l'égard de ces terroristes juifs? Oui, c'est bon, on peut penser que face à la critique de l'opinion publique en Israël sur l'impunité de ces jeunes des collines, de ces extrémistes, le Shabak et le gouvernement, de manière plus générale, a voulu mener une opération coup de poing hier dans les rangs de l'extrémisme juif. On a le sentiment quand même que le Shabak et le gouvernement ont ôté les gants, qui veulent émettre un signal fort à l'intention de ces extrémistes pour provoquer un mini-séisme en fait dans ces milieux-là, et pour faire passer ces extrémistes dans la clandestinité, pour qu'ils passent le plus clair de leur temps, non pas à planifier des attentats anti-palestiniens, mais plutôt à se cacher et à fuir les services de sécurité israéliens. Merci beaucoup Cyril. Et on vient de le dire, Meir Ettinger est mêlé à l'incendie de l'église de la multiplication, un lieu saint qu'il va falloir désormais restaurer. Et c'est dans ce contexte qu'un rabbin israélien a lancé un appel aux dons pour financer la reconstruction de cette église. Reportage Michal Divon avec Maël Benoliel. אם אנחנו יכולים לשרוף, אנחנו יכולים לבנות. היהדות יכולה להיות סימן להריסה, היא יכולה להיות סימן לבניין. Le 19 juin dernier, 2 jeunes juifs extrémistes mettent le feu à l'église de la multiplication située sur les rives de la mer de Galilée. Un acte haineux au nom de la religion. Nous étions en train de dormir quand frère Jonas est arrivé en courant en criant au feu, au feu. Nous n'aurions jamais pensé que des juifs extrémistes mettraient le feu à notre église. Suite à cet incendie criminel, des dirigeants politiques et religieux sont venus à l'église pour exprimer leur solidarité. Un financement participatif a même été mis en place par le rabbin Alon Goshen Gottstein afin de payer les rénovations de l'église incendiée.
En faisant ce cadeau symbolique pour la restauration de cette église, nous exprimons la voix d'une vision alternative, une vision à l'opposé de celle de la haine que nous voyons autour de nous. L'église de la multiplication est la demeure de 6 moines et de 8 bénévoles. Une église considérée comme le lieu où Jésus a démultiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Ici, c'était notre réception. Nous avions un bureau avec un téléphone et un ordinateur, un fax, une photocopieuse et beaucoup de papier. Il ne reste pas grand-chose de l'entrée, mais par miracle, la salle de prière a échappé aux flammes. Les cendres volent un peu partout, même s'il n'y a pas eu de feu ici, tout est noir et détruit parce que les cendres sont arrivées jusqu'ici. 2 jeunes juifs âgés de 19 et 20 ans ont été inculpés. 3 autres suspects sont en ligne de mire des autorités. Selon la police israélienne, les 5 hommes ont été motivés par un judaïsme extrémiste. Ils doivent accepter la sentence de la justice israélienne. Et quand ils l'accepteront, nous pourrons facilement leur pardonner et les aider à changer de vie s'ils le souhaitent. Depuis 2011, 17 lieux de culte musulmans et chrétiens ont été incendiés en Israël. Dans aucun des cas, il n'y a eu des inculpations. John Kerry poursuit sa tournée au Moyen-Orient. À Doha, il a vanté hier l'accord sur le nucléaire iranien en expliquant qu'il renforçait la sécurité des pays arabes. Des ventes d'armes américaines étaient également sur la table des discussions. Léa Berdubourg. John Kerry poursuit son opération séduction dans les pays du Golfe. Face à ses alliés inquiets des conséquences de l'accord sur le nucléaire iranien, le secrétaire d'État américain s'est fendu d'une annonce. Washington va accélérer ses ventes d'armes aux monarchies sunnites, des ventes nécessaires et qui ont pris trop de temps par le passé, selon le chef de la diplomatie américaine. John Kerry a participé à une réunion exceptionnelle du Conseil de coopération du Golfe. Le CCG et les Américains ont convenu d'un échange et d'un partage de renseignements. Les monarchies sunnites ont accueilli avec prudence l'accord sur le nucléaire iranien conclu avec les grandes puissances. Toutefois, le ministre d'État aux Affaires étrangères du Qatar, aux côtés de John Kerry, a assuré que l'accord était la meilleure option parmi d'autres. Nous réaffirmons la position des pays du CCG, pouvoir épargner la région de tous les dangers et menaces nucléaires avec la reconnaissance du droit des nations de la région d'utiliser la technologie nucléaire à des fins pacifiques en conformité avec les règles internationales à ce sujet. Dimanche au Caire, John Kerry avait assuré que cet accord renforcerait la sécurité des pays arabes. Même si l'Arabie saoudite s'est publiquement félicitée de cette entente, elle craint les ambitions régionales de Téhéran. Depuis fin mars, Riyad dirige une coalition régionale au Yémen pour lutter contre les rebelles houthis, des chiites soutenus par l'Iran. En Syrie également, Téhéran est le principal allié régional du régime de Bachar el-Assad. John Kerry s'est d'ailleurs entretenu avec ses homologues russes et saoudiens sur le conflit syrien. Et alors que l'Iran a accepté de jouer la transparence nucléaire, eh bien l'étau se resserre autour d'Israël. À Jérusalem, on tente en ce moment de bloquer une initiative internationale pour forcer Israël à accepter des contrôles sur ses installations présumées nucléaires. Israël a toujours joué, elle, l'ambiguïté nucléaire. Julien, est-ce un fait nouveau de s'en prendre au programme nucléaire israélien? Non, et c'est l'Égypte qui mène la danse dans ce domaine. En fait, au cours des 3 dernières années, il y a eu plusieurs fois des initiatives similaires pour faire voter une résolution qui obligera Israël à faire entrer des inspecteurs sur le site de Dimona, donc le site supposé abriter un programme nucléaire militaire en Israël. Systématiquement, Israël, au cours des 3 dernières années, avait réussi à convaincre une majorité d'États à empêcher même l'existence de ce vote sur la centrale de Dimona, sur la résolution concernant la centrale de Dimona. Le ministère des Affaires étrangères israélien avait été très efficace. En Israël, on aime critiquer le ministère des Affaires étrangères, mais sur ce cas précis, il avait été extrêmement efficace puisque le vote n'avait pas eu lieu. Ce qui change en fait, Barbara, c'est le contexte, parce que l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien redistribue les cartes. Et là, il y a deux sons de cloche, on va dire, au sein du ministère des Affaires étrangères israélien. Il y a ceux qui estiment qu'en fait, cet accord de Vienne va aider Israël, parce que la communauté internationale va se dire Israël a déjà pris un lourd coup avec l'accord de Vienne, il n'est pas nécessaire d'affaiblir encore plus Israël. Et d'autre part, en fait, en renonçant à cette résolution, Israël finira par accepter l'accord de Vienne. Ça, c'est un son de cloche. L'autre son de cloche qui est
majoritaire au ministère des Affaires étrangères, c'est non, ça va être encore pire, puisque maintenant Israël est affaibli, l'Iran n'occupe plus le devant de la scène, donc on peut s'occuper de d'autres sujets, et puisque l'Iran s'est plié aux inspections, il faut qu'Israël se plie également aux inspections pour, si vous voulez, une sorte d'égalité des forces au sein de l'AIEA. Donc Israël est d'ores et déjà engagé dans une bataille diplomatique pour empêcher un vote en septembre. Alors pour finir, je dis en quelques mots, rappelons peut-être le dogme du programme nucléaire israélien qui, on l'a dit, a toujours joué l'ambiguïté. Absolument, c'est vraiment ça, c'est l'ambiguïté. Le programme nucléaire israélien, c'est un programme qui a commencé dans les années 50, qui est né d'une coopération entre la France et Israël. Après, il y a eu d'autres coopérations avec d'autres pays, mais il faut noter qu'il y a toujours eu une politique de mystère. Pourquoi le mystère? Tout simplement pour entretenir une dissuasion. On ne sait pas si Israël a la bombe atomique, on le sait, et on raconte même qu'après l'accord de paix avec l'Égypte, Sadat aurait voulu savoir ce que contenait Dimona et que Shimon Peres lui aurait dit si je vous le dis, ce ne sera plus une dissuasion, ce ne sera plus un mystère. Shimon Peres aimait parler d'usine de textile à Dimona pour entretenir une sorte de mystère. Jusqu'à aujourd'hui, il emploie cette expression d'ailleurs. Et officiellement, la ligne est qu'Israël ne sera pas le premier pays à insérer, à faire entrer la bombe atomique au Moyen-Orient. Officieusement, on pense qu'Israël a plusieurs bombes atomiques. Merci beaucoup, Julien. Dans l'actualité internationale, tout d'abord la Californie ravagée par les incendies. L'état d'urgence a été décrété. Plus de 9000 pompiers luttent contre les flammes d'une vingtaine d'incendies en tout. La Californie est frappée cette année par la pire sécheresse de son histoire. Un pompier est mort et plus de 6000 personnes ont été évacuées de leur foyer. Depuis plusieurs jours maintenant, des immenses incendies ravagent la Californie. Plus de 8500 pompiers sont mobilisés pour tenter de mettre fin aux flammes avec l'aide de 4 Canadair et 16 hélicoptères. Les flammes ont causé la mort d'un soldat du feu et plus de 12 000 personnes ont été évacuées de leur habitation. L'État américain est actuellement frappé par la pire sécheresse de son histoire, ce qui aide le feu à se propager rapidement. Ce feu a augmenté de 20 000 hectares en une période de 5 heures la nuit dernière. Voilà une quantité incroyable de la superficie brûlée dans un si court laps de temps. Mais encore une fois, il est causé par des conditions de sécheresse qui permettent aux incendies comme celui-là et tous les autres de s'étendre si rapidement. Les incendies sont fréquents en Californie, mais ces derniers temps, ils se multiplient en raison d'une grave sécheresse et des températures qui avoisinent les 40 degrés. Le gouverneur de Californie a décrété l'état d'urgence. La Californie n'avait pas connu de telles conditions de sécheresse depuis les années 70. Les flammes ont déjà ravagé plus de 500 km² de terrain. Une enquête a été ouverte afin de déterminer l'origine des départs du feu. Et on trouve notre correspondant aux États-Unis, David Benaïm. Vous êtes en Californie en ce moment. Quelle est la situation ce matin? Est-ce que le feu commence à être maîtrisé? Non, malheureusement, la situation ne fait qu'empirer avec une combinaison de vents violents et d'éclairs qui ont frappé la région aujourd'hui. De nombreux foyers se sont créés et rendent la tâche encore plus difficile pour les 9300 pompiers déployés sur toute la Californie. À ce stade, seuls 12% des incendies sont contenus. Le gouverneur de Californie a déjà déclaré l'état d'urgence avec pour conséquence l'envoi de la garde nationale et de 9 hélicoptères supplémentaires pour tenter de maîtriser les flammes. C'est déjà 542 km² de forêt qui sont partis en fumée. C'est l'équivalent de 5 fois et demi la ville de Paris. Et c'est 3 fois plus que la moyenne des incendies de ces 5 dernières années. Et l'été est loin d'être fini. Voilà, alors c'est un record peut-être sans précédent dans l'histoire de la Californie. Pourquoi cette année ? Pour les experts, cette situation semble être devenue la normalité. Au nord de Sacramento, jamais les incendies n'avaient pris une telle ampleur au premier jour du mois d'août. En atterrissant hier à Los Angeles, j'ai pu constater à quel point la région est complètement asséchée. C'est une chose de voir la sécheresse aux infos, mais de voir les parcs sans herbe, les palmiers qui meurent à grande vitesse, les piscines qui sont complètement vides. On ressent aucune humidité ici. C'est cette sécheresse qui frappe la Californie depuis plus de 4 ans maintenant, qui intensifie le nombre de foyers et qui rend la tâche si difficile pour contrôler et venir à bout de ces incendies. Merci beaucoup David Benaïm depuis Los Angeles. C'est la fin d'un feuilleton estival. Après 8 jours passés en France, le roi d'Arabie Saoudite a quitté prématurément la Côte d'Azur. La plage publique qui avait été fermée au pied de sa résidence privée, provoquant l'ire de la population, a finalement été rouverte. Regardez les explications de David Klezewski. Un peu moins de sable, mais plus d'argent. C'est le bilan de la visite estivale du roi d'Arabie Saoudite. Au centre d'une polémique, la petite plage de Vallauris sera à nouveau ouverte au public après le départ du monarque. Salman a fait cap vers une autre monarchie, le Maroc, accompagné de plusieurs centaines de personnes sur le millier que compose sa cour. Après une semaine de présence, les commerçants font le compte de leurs recettes.
Grâce à l'arrivée à partir du 20 juillet, donc les derniers 10 jours de juillet de cette clientèle moyen-orientale, effectivement on peut imaginer un plus 15, plus 20% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, donc c'est pas neutre. La venue du roi avait pourtant provoqué la colère des riverains qui reprochaient aux autorités d'avoir cédé trop facilement à ses exigences. La plage publique a été fermée aux promeneurs et vacanciers pendant toute la durée du séjour. Une pétition de protestation a regroupé pas moins de 150 000 personnes. L'épisode de l'ascenseur avait aussi fait monter la pression parmi les résidents. Structure privée, dans un premier temps interdite, l'engin permettant un accès direct à la plage a finalement été autorisé, à la condition qu'il soit démonté à la fin de la visite. Pour les riverains, beaucoup trop d'entorses tolérées par les pouvoirs publics. On n'est pas très d'accord parce que c'est une plage publique. Et une plage publique doit rester publique, même si le roi vient. La mairesse d'ici s'est bien battue, mais au-dessus, ça n'a pas fonctionné normalement. On lui a dit, ça sera comme ça. Le souverain devait initialement rester en France pendant 1 mois entre les 20 juillet et 20 août. Si l'entourage du roi avait fait part de son mécontentement à l'égard de l'accueil qui lui a été réservé officiellement, son départ n'a rien à voir avec la polémique déclenchée depuis son arrivée. Voilà pour la version officielle, mais on va tenter avec vous, Rudy, de mieux comprendre les raisons et aussi les conséquences de ce départ prématuré. Vous le savez, Barbara, finalement les vacances c'est un peu toujours la même histoire, comme le disait Laurent Voulzy dans la reprise d'un standard il y a quelques années. Quand vient la fin de l'été, sur la plage, il faut alors se quitter, peut-être pour toujours. Oublier cette plage et nos baisers. Sauf que nous sommes que le 4 août et que les vacances du roi Salman Ben Aziz Al Saoud sont déjà terminés. Il a quitté donc effectivement sa villa comme on l'a dit. Alors évidemment, officiellement, on ne parle pas d'incident diplomatique, mais d'un choix de vacancier. Mais force est de constater que les vacances du roi n'ont pas du tout été paisibles. En cause donc la privatisation temporaire de la plage publique qui jouxte sa villa et l'installation donc à même la Roche d'un ascenseur. Alors cette affaire est devenue polémique, mais c'est surtout un symbole des crispations de certains face au passe-droit de certains monarques au nom des relations diplomatiques, mais aussi au nom de l'intérêt économique. Alors du côté de la préfecture, on a parlé de sécurité. Du côté des commerçants, on a parlé de 1000 richissimes clients prêts à dépenser leurs pétrodollars. Et puis du côté de l'hebdomadaire Marianne, comme vous allez le voir, on parle du roi comme un obscène, ce qui ne doit pas être très agréable quand on va acheter son pain. Évidemment. Est-ce que justement, c'est ce flot de critiques et la polémique qui a engendré ce voyage qui ont causé ce départ prématuré? Alors dans l'entourage du roi, on s'en défend officiellement, mais tout aussi officiellement, on s'est plaint de l'accueil réservé aux vacanciers VIP. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'il y a une crispation autour de l'Arabie Saoudite. Cela fait des années que le roi détient cette villa et passe ses vacances dans sa luxueuse villa sans pour autant faire de vagues. Donc en moins d'une semaine, les polémiques se sont succédées, notamment quand un syndicat de police a révélé que le roi ne souhaitait pas à certaines heures, les heures de bagnade, d'être surveillé par une femme CRS. L'information a déclenché des commentaires très vifs sur les réseaux, voire des commentaires tout simplement racistes. La question en fait reste de savoir si les réactions auraient été aussi vives s'il s'agissait du président américain ou du roi du Danemark. Alors, conséquence peut-être néfaste de ce départ pour les commerçants qui attendaient les retombées financières pour tout le mois d'août de la suite, notamment de plusieurs centaines de personnes du roi d'Arabie Saoudite. On avait parlé, une contre-pétition des commerçants avait circulé pour dire bienvenue au roi, bienvenue surtout à ces dollars. Alors concrètement, ces vacances écourtées de 15 jours représentent un manque à gagner de 7 à 8 millions d'euros au niveau simplement d'hôtellerie, mais cela dit, ce manque à gagner va être compensé car certaines chambres qui étaient en suspens, qui n'avaient pas été accordées, et donc il y a des gens sur des listes d'attente, vont pouvoir être réattribués, donc le manque à gagner va être un petit peu estompé. Et puis dans les faits aussi, il y a ce qu'on appelle un appel d'air touristique par l'arrivée du roi, c'est-à-dire que la destination royale de vacances va influencer le choix de ses sujets. C'est le même phénomène par exemple pour les destinations des stars comme Saint-Tropez ou Miami. Et puis en août, on annonce aussi l'arrivée de dignitaires d'autres pays du Golfe comme le Qatar et le Koweït. Il faut quand même savoir qu'un touriste du Golfe sur la Côte d'Azur, ça dépense entre 3 500 et 4 000 $ par jour et par personne, soit 7 à 8 fois plus qu'un touriste européen. Donc voilà. Plus que vous. Oui, c'est vrai. Un petit peu plus. En tout cas, ces vacances mouvementées du roi pourraient, pas à court terme, mais à long terme, coûter cher au tourisme et à l'économie touristique de la Riviera. Voilà, les commerçants qui sont mécontents de ce départ prématuré. Et puis les Français, merci Rudy, eux, ont
ont choisi de prendre des vacances en France et de rester en France. Les chiffres du mois de juillet viennent de paraître. Alors des vacanciers plus nombreux pour ce premier mois de vacances, mais des vacances moins huppées, pas comme les pays du Golfe. Et c'est donc le verdict des chiffres après le premier mois de vacances d'été que vous nous détaillez. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle pour des Français qui sont en général 4 sur 10 seulement à partir en vacances. Et puis c'est une bonne nouvelle pour le tourisme, évidemment. Le secteur a un chiffre d'affaires en hausse de près de 5% depuis mai. Et pour cause, quasiment 3 millions de Français en plus partent en vacances cet été. Alors où vont-ils? Eh bien les Français préfèrent rester dans l'Hexagone, quasi la moitié d'entre eux, avec un record d'influence justement sur la Côte d'Azur. Succès remarquable aussi pour les campings, pour les gîtes. Mais, bémol, eh bien, un budget qui a fondu en moyenne de 100 € par personne, selon les chiffres publiés par l'agence ProTourisme. Regardez, pour les vacances, pour le séjour. Combien 100 € en moins. 100 € en moins, d'accord. Pour les vacances. Ce qui a quand même une incidence pour des budgets de classe moyenne, moyen. Évidemment, si vous allez dans des hôtels à 600 € la nuit, ça ne change pas grand-chose. Alors, ainsi, ceux qui partent vont moins loin, on l'aura compris. Leur séjour dure aussi moins longtemps. Et puis, ils utilisent de plus en plus de locations entre particuliers du style Airbnb s'ils ne sont pas carrément hébergés chez des amis ou de la famille. Alors pour 24%, donc un quart quasiment néanmoins, soit 10 millions de Français, on préfère des destinations à l'étranger, notamment on préfère l'Espagne ou l'Italie, notamment ce sont des pays limitrophes, donc c'est facile. On reste en Europe. Exactement, avec cette autre tendance notable, le départ de dernière minute, et apparemment la canicule n'a fait que booster ces départs de dernière minute. On n'a qu'une envie, c'est de prendre son sac et d'aller au grand air. Et puis, autre nouveauté de ces vacances 2015, les pays arabes sont délaissés, notamment à cause des attaques terroristes qui ont visé la Tunisie en juin et qui ont découragé les touristes d'y venir. Baisse de 60% pour la Tunisie, même baisse pour l'Égypte, avec ce sentiment d'insécurité qui a contaminé apparemment la plupart des pays arabes. Voilà, les Français qui délaissent les pays arabes et qui restent en France. En revanche, pour les stars, pas d'inquiétude, on dépense toujours autant en vacances. Exactement. Alors, pour vous rassurer, justement, les stars, elles restent elles aussi dans le coin en Europe et même en France. Elles viennent de loin. Regardez, Catherine Zeta-Jones, par exemple. Non, c'est en Sardaigne. Elle est en Sardaigne, donc en Italie. En Italie, toujours. Kylie Minogue à Portofino. Regardez, par contre, elle a le yacht en plus, c'est pas vraiment le mood camping. Et puis en France, même, regardez, Sylvester Stallone et son épouse Jennifer, ils sont à Saint-Tropez. Et puis on aurait pu même remettre le roi Salman d'Arabie Saoudite, on a vu, qui est donc affectionne particulièrement la Côte d'Azur, qui s'installe sa propre plage privée. Voilà, donc profitez, la France, ça attire même les grandes stars. Vous pouvez jouer à la star sur la plage de Vallauris. Région partout en France. Merci beaucoup. Voilà pour les vacances du mois de juillet. À suivre, Tel Aviv s'est lancé dans des travaux pharaoniques. Après une vingtaine d'années de discussions et de projets, des semaines de préparation, la construction du tramway de la ville a démarré. Résultat, des bouchons, des commerçants exaspérés et même des rats. Le détail après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Steve Jourdain. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, le président Obama a dévoilé hier un plan de lutte inédit contre le changement climatique. Une avancée selon lui encore jamais franchie par les États-Unis dans ce combat. Cible privilégiée, les centrales électriques. Résumé en images, signé Elsa Mouk. L'avancée la plus importante des États-Unis dans la lutte contre le changement climatique. C'est dans ces termes que Barack Obama qualifie son plan d'action pour une énergie propre. Le Clean Power prévoit entre autres la réduction d'ici 2030 de 32% des émissions carbone des centrales électriques américaines, dont plus d'un tiers fonctionnent toujours au charbon. Au cours des 6 dernières années, nous avons fait face à certains des plus grands défis de notre temps. La reconstruction de notre économie après une récession dévastatrice, la fin de nos guerres en Irak et en Afghanistan, et le retour de la quasi-totalité de nos troupes. Le renfort de notre sécurité à travers une diplomatie dure et sur la base de principes élevés. Mais je suis convaincu qu'il n'y a pas de défi qui pose une plus grande menace pour notre avenir et celui des générations futures que le changement climatique. Lors de la campagne présidentielle, Barack Obama avait fait de l'environnement une de ses priorités. Peu de choses ont changé depuis.
Aux États-Unis, le lobby pro-charbon est assez important et une coalition a promis de poursuivre l'administration Obama en justice, accusée de faire monter les prix. Le Clean Power du président américain a été bien accueilli par les institutions internationales. Nous croyons que ce plan montre la détermination des États-Unis pour lutter contre le réchauffement planétaire tout en économisant de l'argent et en maintenant la croissance économique. Ce plan reconnaît aussi l'obligation que nous avons tous de laisser aux générations futures une planète avec des possibilités de développement durable. L'Union européenne a également accueilli favorablement ce plan qui intervient à quelques mois de la conférence sur le climat prévue à Paris en décembre. Une conférence où participeront 195 pays avec pour objectif limiter à 2 degrés la hausse de la température mondiale générée par les émissions de gaz à effet de serre. Et puis en France, on en sait désormais un peu plus sur l'enquête autour de l'attentat évité dans une église de Villejuif en avril dernier. Selon les révélations du journal Le Monde, le projet d'attentat a été téléguidé depuis la Syrie par des djihadistes français. Tout s'approche de Mohamed Merah. Explication. Un coup de filet qui avait tout du coup de chance. Rappelez-vous, en avril dernier, un jeune homme avait été arrêté après son appel au SAMU. Sid Ahmed Glam s'était tiré lui-même une balle dans la jambe. Le SAMU était venu le secourir accompagné de la police. Une procédure habituelle lorsqu'il y a des blessés par balle. La police avait alors découvert des armes dans la voiture et au domicile du blessé. Ce dernier planifiait un attentat contre l'église de Villejuif. L'enquête de la DCRI a révélé que cet apprenti terroriste recevait ses ordres de djihadistes français implantés en Syrie. Makrem A et Thomas M, tous deux originaires de Seine-Saint-Denis, est parti en Syrie début 2015. Les enquêteurs ont également établi un lien avec Fabien Klein, connu des services antiterroristes français depuis 2001. Ce Toulousain entretenait des relations avec la famille de Mohamed Merah. L'homme de 36 ans a été condamné en 2009 à 5 ans de prison pour avoir animé une filière d'acheminement vers l'Irak. Ayant purgé sa peine, il se serait rendu en Syrie, d'où il donne des ordres depuis. 3 autres personnes sur le sol français ont été mises en examen lors de l'enquête sur la tentative d'attentat de Villejuif. Et des connexions ont également été établies avec l'attentat de Nice contre 3 militaires en février dernier. L'enquête sur la tentative d'attentat de Villejuif a donc permis de faire la lumière sur le réseau djihadiste français et les connexions entre plusieurs de ces groupes et la Syrie. Myriam Aman, qu'est-ce que le dossier d'instruction nous apprend sur l'affaire Sid Ahmed Glam? Alors tout d'abord, il y a une certitude, il ne s'agit pas d'un loup solitaire comme on a pu l'entendre au début. L'attentat raté de Villejuif a donc été télécommandé, commandité par des djihadistes basés en Syrie. Alors deuxième chose intéressante, on l'a dit, ce sont ces commanditaires supposés sont justement des Français, ce qui veut dire, Barbara, qu'ils connaissent très bien le terrain, ils connaissent très bien la France, ont déjà des connexions en France pour pouvoir agir sur le terrain. Alors, ces djihadistes français envoyaient des instructions très précises, c'est ce que révèle le dossier révélé par Le Monde, par exemple, pour récupérer des armes dans une voiture volée sur un certain parking à Aulnay-sous-Bois. Et donc, il lui donnait exactement l'adresse où il devait aller, comment il devait récupérer les clés pour pouvoir récupérer ses armes. Voilà, tout cela est donc extrêmement précis. Est-ce que grâce à cette affaire et à ce dossier d'instruction, on peut comprendre un petit peu mieux comment fonctionne la nébuleuse djihadiste en France? Oui, alors il faut partir des commanditaires qui sont en Syrie pour le moment et qui ont donc commandité auprès de Glam cet attentat raté. Il s'agit de membres de l'ancienne cellule terroriste d'Artigat. C'est une cellule qui a été démantelée en 2009 et bien malgré le fait qu'elle ait été démantelée, ah oui, c'est important, c'est auprès de cette cellule que Mohamed Merah s'est donc radicalisé. C'est important de le dire, c'est toute cette connexion avec ces djihadistes français. Eh bien, cette cellule terroriste a été démantelée et ces islamistes se sont tout de même pu se rendre en Syrie. Ils ont donc échappé à la surveillance de la police et c'est là-bas qu'ils sont en train apparemment de reconstituer cette même cellule et donc de pouvoir commanditer à distance des attentats en France. Alors même si l'enquête avance, il faut quand même rappeler qu'il reste des points d'interrogation autour de cette affaire. Oui, alors le premier point d'interrogation, c'est évidemment de se demander comment ces djihadistes ont pu quitter la France, échapper à la vigilance et arriver en Syrie pour pouvoir recruter et mener des attentats en France. Et puis il y a aussi, c'est important de le souligner, l'assassinat d'Aurélie Châtelain. Vous savez, cette jeune fille qui a été retrouvée abattue d'une balle dans sa voiture à Villejuif. Elle a bien été tuée par Glam, mais le mobile n'est toujours pas connu. Merci beaucoup, Myriam. En Grèce, séance mouvementée hier à la bourse d'Athènes. Première ouverture en 5 semaines avec des chutes notables des valeurs dues à la crise financière que traverse le pays. Mais la déflagration a été plutôt limitée sur l'ensemble des marchés européens. Julia Ganancia.
La bourse d'Athènes accuse le coup des turbulences économiques et financières du pays. Après 5 semaines d'interruption des échanges, c'est la dégringolade le jour de sa réouverture. Le contexte est sensible, les négociations d'un 3e plan de renflouement de la Grèce sont toujours en cours. Malgré tout, l'optimisme reste de mise. Tout va bien, la bourse a ouvert. Espérons que Dieu donne la force à cet homme, Alexis Tsipras, il est notre seul espoir. On s'attendait à l'ouverture du marché boursier, cela devait arriver. Quant à la situation en Grèce, je suis un optimiste. Nous les Grecs, nous nous débrouillons toujours. Athènes recherche environ 10 milliards d'euros ce mois-ci pour recapitaliser les établissements financiers fragilisés par la fuite des capitaux. D'après l'association des banques grecques, près de 40 milliards d'euros auraient été retirés par les déposants depuis décembre 2014. Nous voulons être optimistes. Nous sommes des Grecs, mais toute cette incertitude nous a affectés dans beaucoup d'aspects de notre vie quotidienne. La réouverture de la bourse d'Athènes intervient sur fond d'incertitudes multiples. La Commission européenne prévoit le retour à la récession dès cette année, alors que 2014 avait été marqué par une légère reprise. Et les rumeurs continuent d'élections anticipées liées aux divisions qui agitent la majorité parlementaire, rendent les investisseurs particulièrement prudents. Pas sûr, dans ce contexte, que le calendrier extrêmement serré qu'Athènes espère encore pouvoir suivre soit tenable. Allez, retour en Israël. Tel Aviv, je vous le disais, s'est lancé dans des travaux pharaoniques. Après une vingtaine d'années de discussions et de projets, eh bien des semaines de préparation, la construction du tramway de la ville a donc démarré. Résultat, des bouchons, des commerçants plutôt exaspérés et même des rats, comme vous l'explique Benjamin Le Sreff. Une chaleur humide enrobe l'air du quartier. Le trafic est ralenti, le trajet des bus est dérouté. Dans la ville blanche, où le trafic n'est pas réputé pour sa fluidité, les automobilistes découvrent ce que sera leur quotidien pour les années à venir. Le chaos tant attendu semble pour le moment tolérable. En plein cœur de la ville, les petites mains s'affairent depuis dimanche soir pour déshabiller les rues. On débranche, on découpe, on démonte dans un déluge de bruit et de poussière, comme si tout cela n'avait été qu'un décor. Un décor dont les acteurs ébahis réalisent instantanément ce qu'augure un tel chantier. Je suis choqué, 6 ans. Je ne sais pas comment je vais pouvoir vivre comme ça pendant 6 ans. J'ai une voiture, donc je ne sais pas comment je vais pouvoir aller et venir dans le quartier. Je vais probablement prendre un vélo. C'est dur, mais je pense que dans quelques années, ce sera mieux. Mais je ne vivrai probablement plus ici pour voir ça. Prévu depuis des années, le projet prend corps aujourd'hui. Les travaux dureront au minimum les 6 prochaines années. Si les habitants s'accordent à dire qu'un nouveau système de transport est indispensable à Tel Aviv, beaucoup craignent d'avoir à payer le prix fort. Un tel chantier risque en effet d'impacter durement la vie économique de la ville. Malgré l'empathie de la municipalité, aucun dédommagement n'a été prévu pour l'heure. Propriétaires et commerçants s'inquiètent. Je vais perdre beaucoup d'argent, personne ne s'en soucie. Ni l'État, ni la mairie, c'est tout. Donc qu'est-ce que je peux faire? S'ils m'avaient prévenu avant, je n'aurais même pas ouvert cet endroit. Je n'aurais jamais ouvert un bar au milieu d'un site en construction. La mairie ne nous aide pas, c'est tout. Ça interrompt mes affaires, je dois quitter cet endroit pour un autre. Mais vous savez, ça fait partie de la vie, c'est le futur. Le projet devrait dans un premier temps relier la périphérie de Tel Aviv à son centre. Puis d'autres lignes suivront. À terme, 8 lignes composeront le réseau qui desservira la ville et sa périphérie. Une véritable mutation est en marche. Et Maurice, on vient de le voir, la ville tout entière a beaucoup appréhendé le lancement de ces travaux, mais finalement, les premiers jours se sont plutôt bien passés. Effectivement, Barbara nous avait promis la pagaille et l'enfer, une circulation bloquée de Netanya au nord jusqu'à Rishon LeZion au sud. Et bien finalement, depuis le début des travaux, pas de problème majeur de circulation au centre-ville, ce qui a permis au ministre des Transports d'écarter avec satisfaction toutes les critiques. Il l'a déclaré hier, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête, il valait mieux commencer si nous n'étions pas prêts à 100% que de ne rien faire. Alors, est-ce que ce qui a dissuadé les automobilistes, c'est le mois d'août et les vacances, une période traditionnellement calme sur le plan de la circulation, ou peut-être finalement la peur de se retrouver bloqué qui les a dissuadés de prendre leur voiture, mais en attendant, ça ne fait que commencer. Les travaux ont débuté par la construction de la première station, Allenby, au sud, 100 mètres de long, 30 mètres de large et 30 mètres de profondeur dans les carrefours les plus stratégiques dans un des carrefours les plus stratégiques
stratégique de la ville et on nous promet dans les prochains mois une seconde station en construction, Karlsbad, là aussi 30 mètres de profondeur. Donc vous voyez qu'il faut attendre pour se prononcer et surtout la rentrée. Ce n'est que le début, voilà, c'est l'ensemble de la ville qui va se retrouver en chantier, vraisemblablement. Donc pour le moment, satisfaction des autorités, mais les vrais problèmes demeurent. Les vrais problèmes demeurent, ils vont s'annoncer dans les prochaines semaines avec la rentrée, je vous dis en septembre. Alors on a d'abord une politique d'incitation vis-à-vis des automobilistes. Des parkings ont été créés dans la périphérie de la ville avec des navettes, pas gratuites mais très bon marché, de manière à les inciter à utiliser les transports publics, mais aussi la répression. Il y a 180 policiers qui vont être déployés uniquement autour des sites de construction et ils ont pour tâche de donner des contraventions à ceux qui se gareront n'importe où ou qui utiliseront les voies des transports publics. Les commerçants, même malgré l'empathie, vous l'avez entendu, de la municipalité, le ministère des Finances ne veut pas entendre parler d'exonération de taxes locales. Il préfère attendre de voir quelle va être l'ampleur du déficit. Et finalement, le gros problème, le point d'interrogation, c'est les rats. On nous annonce une invasion de centaines de milliers de rats qui vont être chassés par les travaux de construction, qui vont descendre vers les quartiers, vers la mer, vers le sud de la ville. Et là, la municipalité dit être prête, mais on nous demande malgré tout de fermer toutes les portes et les fenêtres la nuit pour éviter une invasion. Le pire est peut-être devant nous. Merci beaucoup, Maurice. Allez, un peu de musique. À présent, on part à la découverte d'un groupe de chanteuses israéliennes, 3 sœurs qui ont décidé de renouer avec leurs origines yéménites, mais en y ajoutant leur touche de groove. Cyril, vous êtes tombé sous le charme? Un peu de fraîcheur pour cet été. Torrid, Liron, Tagel et Tahir sont sœurs. À elles 3, elles forment le trio Aywa, prononcé donc Aywa en arabe, oui, rythme électro, chant yéménite traditionnel. Voilà donc la recette originale des sœurs Aywa. Alors pour mieux comprendre leurs influences, Barbara, on est allé voir où elles sont nées, où elles ont grandi, dans le tout petit village de Shacharout. C'est se situe en plein cœur de la Harava, c'est une vallée désertique dans le sud d'Israël. Et toute petite déjà, vous allez voir, elle se voyait en haut de l'affiche. On regarde. Quand on voulait trouver l'inspiration ou simplement se changer les idées, on prenait une boîte en fer, une darbouka et on montait ici. On imaginait qu'on était dans un stade immense. À l'étranger, on préférait quoi. Et on commençait notre concert ici sur la montagne. On imaginait que derrière nous, il y avait un super groupe de musiciens. On faisait le concert de notre vie. Et après, on rentrait à la maison. On se disait, waouh, c'était génial. Voilà, c'est assez étonnant de les entendre chanter en arabe. Quand on est jeune, on a plutôt tendance à chanter dans sa langue maternelle ou même en anglais, pour faire comme les stars de la pop américaine. Qu'est-ce qui les a poussés à ce retour aux sources? Vous avez raison, quand on est ado, on chante en anglais, vous avez raison, comme n'importe quelle fille de leur âge, mais elles vont très rapidement se mettre à chanter en arabe et plus particulièrement dans un dialecte particulier, le dialecte yéménite. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles entendent leurs parents, leurs grands-parents qui sont issus, qui sont des immigrés juifs yéménites, et bien, quand elles rendent visite à leur famille dans le centre d'Israël, elles entendent ce dialecte et ça leur plaît beaucoup. Alors les années passent, elles vont déménager, elles vont quitter leur désert pour aller tenter leur chance dans la grande ville de Tel Aviv, et puis petit à petit le déclic se produit, notamment lorsqu'elles rencontrent et lorsqu'elles sont repérées par un producteur, Tomer Yosef, qui est également le leader du groupe électro-funk, les Balkan Beatbox, qui lui aussi joue sur une particularité, sur une certaine sonorité des Balkans précisément. Ethnique, quoi. Ethnique, tout simplement, effectivement, qui est d'ailleurs très révélateur de la musique israélienne contemporaine. Et il a un véritable coup de cœur pour les sœurs Aywa. Vous allez voir ce qu'il dit d'elle. Ça prend du temps aux artistes de revenir aux sources. Ils finissent tous par y revenir. Yehuda Poliker qui s'est mis à chanter en grec, ou Miki Gavrielov qui chante en turc. Mais ce que j'adore chez elles, c'est qu'elles démarrent leur carrière en prenant source dans leurs racines.
Voilà, alors avec Tomer Youssef, elles vont revisiter des standards de la musique yéménite, notamment celle d'un artiste, un illustre inconnu qui s'appelle Shlomo Maga et qui avait signé ce titre Habib Galbi. Elle le revisite à la sauce électro-hip-hop et le titre va être visionné plus de 800 000 fois sur YouTube. C'est étonnant, je vous propose qu'on écoute comme ça en fond sonore le titre Habib Galbi, qui a d'ailleurs, dont le succès d'ailleurs a nettement dépassé les frontières de l'État d'Israël, puisqu'elles se produisent aujourd'hui à l'étranger, en Pologne notamment. Elles étaient l'an dernier à Paris, elles étaient également à Rennes au Transmusical. Les sœurs d'Awa seront d'ailleurs de retour dans la capitale parisienne, dans la capitale française. International. On va se quitter avec un peu de musique. Merci beaucoup Cyril. On se retrouve juste après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Steve Jourdain. Un peu de musique. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. 4 jours après l'attentat qui a tué un bébé palestinien en Cisjordanie, eh bien Israël reste paré à tous les scénarios, même si les violences en Cisjordanie sont pour le moment contenues. Eh bien le Hamas a appelé à la vengeance. Maxime Pérez. Les participants sont jeunes, des adolescents pour la plupart. Ils seraient 25 000 à avoir pris part à ce camp d'été du Hamas, ou plutôt de sa branche armée, les brigades Ezzedine al-Qassam. Ici à Gaza, les vacances d'été servent à transmettre l'art de la guerre à la jeune génération. Les services de renseignement israéliens cherchent spécifiquement à recruter des jeunes de cet âge car ils ont des manques et savent les amadouer. Donc pour nous, c'est important de prendre en main notre jeunesse. Ces forces vives se veulent l'armée de la libération d'Al-Aqsa. Ces recrues apprennent le maniement des armes, l'endurance, la discipline aussi, et se frottent aux obstacles que demain, ils pourraient rencontrer sur le champ de bataille. Avec un simple fusil Kalachnikov ou un lance-roquette RPG, les plus aguerris donnent ici l'assaut contre un blindé de Tsahal. Une mise en scène plus vraie que nature où ces jeunes fédéines palestiniens repartent avec leur Saint Graal, des soldats israéliens qu'ils sont parvenus à faire captifs. Ici, on est dans un vrai camp militaire. On s'entraîne pour la prochaine guerre, pour que notre victoire soit encore plus flagrante la prochaine fois. À Gaza, ce camp d'été a été ouvert en dépit des critiques d'ONG palestiniennes et des rumeurs d'accords de trêve prolongés avec Israël. Mais entre propagande et guerre psychologique, le Hamas a déjà un autre agenda en tête, celui de se préparer coûte que coûte à la prochaine guerre. Et un an après la guerre entre Israël et le Hamas, un Israélien habitant tout près de la frontière avait été blessé par un tir de roquette en protégeant son enfant. Une histoire qui avait ému les Israéliens. Un an plus tard, il est pessimiste et très peu confiant en le gouvernement Netanyahou. Julien Baloul. הערב בחדשות, פלסטינים ירו יותר מ-80 רקטות לעבר ישראל. בקיבוץ באשכול נפצע אב שניסה להגן על בנו וילדי גן נוספים מפגיעת רקטה. C'était il y a un an, à cet endroit, que Jehan a failli être tué sous les obus. Son kibbutz, Niroz, est en première ligne des combats. À peine quelques centaines de mètres le séparent de la bande de Gaza et des islamistes du Hamas. Ce 21 août 2014, vers 10 h, la guerre touche presque à sa fin. Suivant les recommandations de l'armée, les habitants des villages proches de la frontière rentrent chez eux. Jehan et son épouse profitent de ce qu'ils pensent être un moment d'accalmie pour fêter l'anniversaire de leur fils. Le premier mortier tombe, donc moi ma femme court, elle prend mon fils et rentre à l'intérieur. Et moi j'aide les gardiennes à entrer tous les enfants. Les mortiers continuent à tomber, les enfants crient, pleurent, c'est le chaos quoi. Ma femme tient mon fils dans ses bras qui pleure et elle tient une gardienne qui est en pleurs et qui elle-même tient un enfant. J'embrasse mon fils, je regarde ma femme et je lui dis « Écoute chérie, ça va aller, ça va passer, tout ira bien. » À partir du moment où je dis ça, il y a un mortier qui tombe, vraiment juste là, c'était apparemment le 9e mortier, il tombe sur l'arbre. Et il y a un éclat, vraiment un petit morceau comme ça, qui est rentré dans la fenêtre qui était ouverte et qui m'a touché ici à l'arrière et qui est ressorti là et qui a terminé sa course à une quinzaine de centimètres de la tête de ma femme. Jehan est immédiatement conduit à l'hôpital Soroka de Be'er Sheva. Il y restera 1 mois. Mais en dépit des douleurs et du traumatisme, il se sait miraculé. Selon lui, le Hamas savait pertinemment que cet endroit du kibbutz était le lieu du rassemblement des enfants et les salves d'obus de mortier avaient pour but unique de tuer des civils. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le lendemain, un kibbutz un peu plus loin, Nachal Oz,
Et il y a une famille qui n'a pas eu la chance que moi j'ai eue. Et le même scénario, une fenêtre un peu ouverte. Et là, ils ont perdu leur enfant de 4 ans. Jehan a gardé une partie de l'obus qui a failli lui coûter la vie. Une manière pour lui de ne jamais oublier, mais surtout de se souvenir du coût de la guerre. Une guerre qui, d'après lui, n'a servi à rien. On était prêt à souffrir pour cette guerre si au moins ça apportait quelque chose. Mais rien. Pas un accord, rien quoi. Alors voilà, ici on décompte les jours jusqu'à la prochaine guerre. Il ne faut pas se faire d'illusions, hein. C'est vraiment une question de temps quoi. Malgré les difficultés, Jehan refuse de quitter la région et encore moins Israël. C'est ma maison et je reste parce que je crois encore quand même qu'un jour on arrivera à vivre en paix avec nos voisins. Un avenir meilleur qui est encore loin d'être d'actualité. Cette semaine encore, des roquettes ont été tirées en direction du sud d'Israël. Alors Julien, on le voit, hein, cet homme est très pessimiste, désillusionné même face à la situation. Est-ce que c'est le cas de la majorité des habitants de cette région frontalière? Oui, absolument, on l'entend, ils comptent les jours après la prochaine guerre. Ils sont persuadés que, selon ses propres mots, la prochaine guerre commencera où la dernière s'est arrêtée. C'est vrai parce que si on regarde l'opération Pilier de défense de 2012, elle s'était arrêtée par une opération aérienne avant l'offensive terrestre. L'opération 2014 s'est prolongée avec une offensive terrestre. Donc vraiment, c'est la prolongation. Ils sont très en colère contre le gouvernement, l'armée. Ils estiment que le gouvernement n'a pas fait le travail, que l'armée les a trompés puisqu'il leur avait dit de retourner dans la maison. On l'entend dans le reportage, ils étaient rentrés, on leur avait dit vous pouvez revenir, la situation est sécurisée. Lui a été blessé, le lendemain ce jeune enfant a été tué, donc il s'estime complètement trompé et vraiment abandonné par le gouvernement. Notez d'ailleurs qu'à l'avenir, le gouvernement et l'armée ont réévalué les risques. Cette zone dans laquelle il habite était à 5 secondes des tirs de mortier et des tirs de roquettes, c'est-à-dire qu'ils avaient entre 5 et 10 secondes pour se mettre à l'abri. À l'avenir, ce qui est impossible, à l'avenir, la carte a été réévaluée, ils seront tous évacués. Alors, de façon assez paradoxale, les habitants de cette région n'ont pas délaissé leur maison. Cette région a donc encore un avenir. Cette région a encore un avenir. Jeanne, dans son cas, il est dans la région depuis 10 ans, donc il n'a pas du tout envie de partir. Mais c'est encore plus paradoxal que ça, parce qu'en octobre dernier, par exemple, on notait qu'en un mois, il y avait plus de 200 personnes âgées de 21 à 34 ans, donc des jeunes parents, et 51 familles qui avaient fait des demandes de logement dans la région proche de la bande de Gaza. Et les chiffres n'ont cessé de croître depuis le mois d'octobre. Donc certains estiment que c'est totalement irresponsable quand on est de jeunes parents d'amener ses enfants dans une telle région. D'autres estiment que c'est un magnifique geste de solidarité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces jeunes parents cherchent un cadre de vie pour leurs enfants. Or, on l'a vu, c'est magnifique. C'est une région qui est magnifique. Notez d'ailleurs qu'avant le retrait de Gaza israélien et avant le putsch du Hamas en 2007, ces familles avaient pour habitude de mettre leurs enfants sur les tracteurs et d'aller jusqu'à Gaza, sur les plages et dans le marché à Gaza. On a du mal à imaginer ça aujourd'hui. Voilà. Très révolue cette époque. Merci beaucoup, Julien. Et direction l'Allemagne à présent. L'immigration, vous le savez, est la préoccupation principale dans le pays pour cause. Il s'agit du premier pays européen dans l'accueil des réfugiés. Et pour dénouer les tensions sociales, plusieurs initiatives existent. Exemple avec cette pièce de théâtre, pas tout à fait comme les autres. Quand la fiction rejoint la réalité. À Berlin, destination numéro 1 des migrants en Europe, une troupe pas comme les autres se produit. Originaires d'Afrique de l'Ouest, d'Iran et d'Afghanistan, 18 demandeurs d'asile interprètent Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Dans cette œuvre, un collecteur d'ivoire européen se retrouve isolé dans la jungle africaine et découvre avec horreur l'abominable visage de l'humanité. Un choix de pièce qui ne doit rien au hasard. Les personnes qui ont fui leur propre pays ou qui viennent en Europe pour d'autres raisons traversent souvent des périodes très sombres. Et ces moments difficiles ne prennent pas fin lorsqu'ils arrivent à Berlin. Parce qu'ici, ils doivent se battre avec les labyrinthes de la bureaucratie. Ils ne parlent pas souvent allemand et ne comprennent pas les mécanismes du pouvoir ici. À chaque représentation, migrants et spectateurs interagissent et échangent leurs expériences respectives. Un dialogue bienvenu, car avec 127% de demandes d'asile en plus, les migrants devraient être 500 000 cette année en Allemagne, du jamais vu. Parallèlement, les attaques contre les foyers de réfugiés explosent. 202 entre janvier et juin ont été recensés. Ce spectacle permet donc aux spectateurs allemands de comprendre le quotidien des migrants et sert de catharsis à ces derniers.
Bien entendu, beaucoup de sentiments, d'émotions et de problèmes refont surface. Ce n'est pas un projet normal que vous pouvez mener avec, par exemple, des gens qui vivent à Berlin. Et la pièce va beaucoup plus loin que n'importe quelle représentation classique. Les comédiens ont construit un bateau et emmènent leur public le long d'un canal. Là, les attend un vrai navire. Pour Vite, le metteur en scène, il s'agit de symboliser les terribles épreuves auxquelles les migrants doivent faire face. Nous travaillons avec des gens qui ont traversé des milliers de kilomètres, souvent à pied. Pour moi, le théâtre n'est pas seulement un processus intellectuel, mais plutôt un processus physique. L'inconfort en fait partie, la désorientation aussi. On ne sait pas quand l'aventure prend fin. Nous voulons que le public goûte à cela à travers notre représentation dehors. Les initiateurs de ce projet espèrent qu'il contribuera positivement au débat qui secoue actuellement l'Allemagne sur les demandeurs d'asile. Selon une enquête publiée par la Commission européenne, l'immigration représente la plus grande inquiétude pour 55% des Allemands. Elle surpasse ainsi celle de l'emploi ou de la situation économique. Voilà, le débat bat son plein en Allemagne sur ce problème de l'immigration. Laura, vous signez ce reportage. Est-ce qu'on sait pourquoi c'est l'Allemagne qui est le premier pays européen à accueillir les migrants? Oui, alors pour des raisons économiques, l'Allemagne est en très bonne santé économique et évidemment ça attire nombre de migrants. Alors l'Office pour les réfugiés estime qu'à la fin de l'année, les migrants seraient 500 000 en Allemagne, c'est du jamais vu, et des chiffres non officiels tablent eux sur 600 000 personnes. Alors de son côté, évidemment, le gouvernement allemand est plutôt désemparé, les structures d'accueil sont saturées, il s'agit de réagir vite. Alors la semaine dernière, le gouvernement a donc adopté des mesures afin de mieux intégrer ces migrants sur le marché du travail. Les sociodémocrates veulent aller encore plus loin. Ils voudraient une loi globale sur l'immigration en Allemagne. Alors en termes d'efforts politiques, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Allemagne fait figure d'exemple en Europe. Alors l'afflux massif de réfugiés, on le dit, on le répète, concerne évidemment toute l'Europe, même si l'Allemagne est le premier pays. Est-ce qu'on peut parler d'une Europe déstabilisée? Complètement. L'Europe est totalement déstabilisée et d'ailleurs l'Union européenne vient de demander justement aux pays membres d'accueillir cette année 60 000 migrants. Il s'agit de soulager la Grèce et l'Italie, puisqu'évidemment ces migrants arrivent par la mer. Alors Paris et Berlin ont annoncé officiellement qu'ils allaient prendre part à cet effort. La France va accueillir un peu plus de 9 000 migrants. L'Allemagne, elle, va en accueillir un peu plus de 12 000. Mais ça s'arrête là. L'effort de solidarité se limite justement à la France et à l'Allemagne. Alors l'Espagne et l'Autriche n'ont pas encore annoncé leur décision et la Hongrie, par exemple, a dit qu'elle n'en accepterait aucun. Voilà, donc l'objectif que s'est fixé l'Europe est encore loin d'être atteint. Voilà, un problème qui va se poursuivre pour les quelques prochaines années à venir, c'est certain. Merci beaucoup, Laura. En France, à présent, on en sait un petit peu plus sur ces maisons de naissance qui sont en train d'être mises en place un peu partout dans le pays. Le gouvernement a en effet fixé les principales règles régissant ces établissements de l'accouchement naturel. Betsabé, vous nous en dites plus. Ah oui, alors accoucher dans une maison de naissance, c'est désormais possible depuis le 1er août dernier. Le principe de ces établissements, donc, offrir une option aux mamans entre l'accouchement à l'hôpital ou à la maison, une sorte de solution à mi-chemin, en somme, pour pouvoir éviter les néons des hôpitaux, la surmédicalisation des structures hospitalières et notamment, on l'aura compris, la péridurale. Sauf que, des règles très strictes vont encadrer ces 10 nouveaux établissements de la naissance libre. Première règle évidente, elles ne pourront accueillir ces maisons que des grossesses sans pathologie. Ensuite, elles seront implantées à proximité d'une maternité en cas de complications, on l'aura compris. Et puis surtout, une sage-femme devra être à temps plein, totalement présente, toujours la nuit et le jour. Pas assez néanmoins. Aux frais de la patiente ? Non, tout ça, financement public. Exactement. Voilà, c'est un choix, ça pour que ce soit un choix libre. Alors, pas assez, en tout cas, de conditions pour rassurer nombre de gynécologues, d'obstétriciens qui considèrent l'alternative bien trop risquée, d'autant que la mère et l'enfant sont autorisés à sortir quelques heures après l'accouchement. Il n'empêche que selon les sondages, de 3 à 15% des futures mères seraient très demandeuses de ce nouveau système. 10% même selon le rapporteur de la proposition de loi à l'Assemblée, avec des taux plus élevés pour les femmes qui ont déjà eu un premier enfant. Et on comprend, les primipares sont un petit peu plus inquiètes. Oui, évidemment. Un premier accouchement, ça fait toujours plus peur. Alors l'accouchement naturel, on en parle beaucoup depuis plusieurs années. Il fait un retour en force.
force. Et un accouchement particulier a attiré l'attention de beaucoup d'internautes ces dernières semaines. On est vraiment fan. Dans une voiture. Exactement. Alors on peut dire qu'on est fan sur Internet aussi de ces accouchements au naturel. Et pour le coup, celui-ci, c'est celui d'une Texane qui est en route. Donc on la voit pour l'hôpital avec son mari depuis déjà 3 bons quarts d'heure et qui se plaint d'une douleur insoutenable. Elle l'exprime d'ailleurs à sa façon. Rassurez-moi, ce n'est pas son premier accouchement ou bien c'est son premier accouchement. Et puis elle sent un peu plus tard quelque chose qui sort et qui, de façon attendue, donc cette jeune femme accouche en moins de 4 minutes, accouchement chrono et au naturel. Barbara est en choc, Laura aussi. Alors, pas moins surprenant, on notera le calme du mari qu'on entend à peine, qui filme et qui conduit et qui n'a pas trop... J'en connais d'autres qui auraient appelé les pompiers en hurlant. Bon, alors on rassure quand même les jeunes primipares, un accouchement en 4 minutes, ça n'est pas fréquent, hein, et quand bien même... Tout s'est bien déroulé. Tout s'est bien déroulé. On le voit. Voilà, le bébé va bien. Voilà, on a coupé la sortie, mais le voilà, il va bien. Alors, à préciser que c'est mieux de mettre un linge sur le bébé. Pourquoi ? Parce que c'est glissant, bébé qui sort. Ah ouais, on n'aimerait pas le faire tomber. Un linge pour éviter qu'il glisse des mains. Voilà. Alors quand bien même cet accouchement déjà c'est rare, et puis si jamais ça vous arrivait d'accoucher en 3, 4 ou 5 minutes, eh bien en général ça veut dire que le bébé est correctement positionné dans le bassin et que tout va bien se passer dans ces moments-là, donc on ne panique pas évidemment. Voilà, ils sont en direction de l'hôpital, tout va bien, le bébé se porte bien, la maman aussi. C'est très 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 impressionnant, on est content que ça s'est bien terminé, merci beaucoup Betsabé, j'ai un petit mal à m'en remettre. On va se quitter pour un nouveau point sur l'actu, juste après il a sans aucun doute forgé la scène du rap américain. Dr. Dre sort un album après 16 ans d'absence, pionnier en tout genre. Il est également un producteur incontournable et a contribué à faire rouler sur l'or cette industrie. On en parle après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Steve Jourdain. Restez avec nous. De retour sur le plateau du Morning, on ouvre une page cinéma. On va parler dans un instant du Chili, mais avant cela, en Israël, cet adage, petit budget, gros succès. C'est en résumé la recette de plusieurs films israéliens qui ont connu une aventure inversement proportionnelle à l'argent investi. Au départ, explication, Shahar Peled avec Léa Volbert. Sous le soleil de feu de Jérusalem, un film est en train d'être tourné. Mais aujourd'hui, l'équipe ne s'infligera pas un tournage sous 40 degrés. Ils sont ici pour observer, pratiquer et apprendre de quelle façon l'industrie cinématographique locale s'organise. On communique avec des images et des sons. Nous parlons différentes langues, mais quand on voit quelque chose, on comprend tout ce que l'on voit. De jeunes réalisateurs en devenir, venus d'Argentine, du Panama, des États-Unis, de France, de Croatie et de Chine, ont atterri à Jérusalem. Tous sont engagés dans ce nouveau projet, l'atelier du film à Jérusalem. Nous avions un rêve qui était de réunir des étudiants en cinéma venus de partout dans le monde pour faire des films et leur montrer des lieux de tournage de leurs propres yeux. Mais quand on vient de New York, Hollywood ou du pays des Frères Lumière, que peut-on bien apprendre d'Israël ? Je pourrais aller à New York et faire un atelier du même genre, mais ici on apprend tellement en si peu de temps, tellement d'expériences dans tant d'endroits différents, personne ne viendrait en Israël. Maintenant j'ai une histoire, une expérience, je ne suis pas lambda. Rester assis dans une classe et écouter des cours magistraux, ce n'est pas assez pour réellement mettre la main à la pâte, saisir ce qu'est le cinéma aujourd'hui et se former au métier. Donc je pense que c'est une grande chance de se frotter à la réalité. Après avoir suivi des cours donnés par des réalisateurs, des caméramans et de grands rédacteurs, les étudiants sont prêts à créer leur propre long métrage, mais aussi des documentaires ou des fictions. En fait, ici, c'est comme un groupe de projet. Chacun a sa fonction et on apprend à travailler ensemble. Avec un budget très serré et des ressources limitées, il s'agit de raconter des histoires locales comme universelles. Ce projet ambitionne de transmettre l'héritage de cette jeune communauté aux nouvelles générations de réalisateurs du monde entier. Autre film, direction à présent le Chili, ça s'appelle Les 33. Laetitia, c'est l'histoire, on s'en souvient, de ces 33 mineurs sauvés
in extremis. Tout à fait. En 2010, personne n'avait pu passer à côté de l'histoire de ces 33 mineurs chiliens bloqués dans une mine de Saint-José et de l'incroyable dispositif pour les sortir de ce piège. Rappelez-vous en image. Voilà, et quand on regarde ça, on a bien évidemment à l'idée, c'est un scénario hollywoodien absolument incroyable. Et bien voilà l'adaptation cinématographique de leur histoire. C'est un long métrage de Patricia Regan avec Antonio Banderas, qui sera aux côtés de notre française Juliette Binoche, Rodrigo Santoro ou encore Gabriel Byrne et même Martin Sheen. Alors le tournage s'est déroulé dans le désert d'Atacama, soit à quelques kilomètres des lieux du drame. Et puis on a la bande-annonce, regardez. You love birds. Get the sonogram yet? It's a boy. It's a girl. It's a boy. It's a girl. Congratulations on your retirement. 2 weeks and you're a free man. Is that the only way in? The only way in, the only way out. How much longer? About an hour. We may be looking at a weakness in the mountain's internal structure. She's an old mine. It's my job to keep this man safe. Accident just occurred at the San Jose mine. Say something, I'm giving up on you. That's a big rock. That's not a rock. That's the heart of the mountain. She finally broke. And I 33 men trapped underground, and we don't even know if they're alive. We all know how this goes. The government tells us how much they care, and they do nothing. Was over my head. How long do they have? There's food and water for 3 days. At all. I knew this place was dangerous. Nobody's blaming you. You are my brother. We gotta pull together to get out of here. Say something. 3 platforms are now in place, specialized in deep drilling. A huge rock, twice the size of the Empire State Building, shifted. We're running out of time. It's not a question of if it falls, but when. I'm not leaving without him. If that is our last supper, I quit! The last thing we need is these men dying with the whole world watching. 33 men on the ground, 300 mothers, fathers, brothers, sisters, and we are their only hope. Let's get ourselves some miners. I believe we'll make it out of here because I choose to believe it. All 33 of us. Say something. See you old men up there. Voilà, les 33, ça s'appelle comme ça, et les 33 ont été sauvés. Hein. C'est vraiment une histoire miraculeuse. Voilà, après 69 jours sous terre, alors il faut le dire, ils ne parlaient pas anglais quand ils étaient coincés là-dessous. Ça se passe au Chili. Et Juliette Binoche n'est pas non plus chilienne. Mais voilà, toute l'équipe du film a rencontré la présidente chilienne Michelle Bachelet avant-hier, et avant la sortie du film qui aura lieu là-bas jeudi. C'est le jour qui marquera les 5 ans depuis leur prise au piège. Voilà, salut Michelle Bachelet. Tout à fait. Ils ont donné également une conférence de presse durant laquelle Antonio Banderas, justement, qui incarne dans le film Mario Sepulveda, l'un des 33 mineurs, se met à réfléchir sur les valeurs de la vie. On va l'écouter tout de suite. Dans le monde dans lequel nous vivons, où la vie semble avoir la valeur qu'elle a pu avoir à d'autres époques, où les gens se tuent pour un rien, d'un seul coup, le monde entier se met à regarder le Chili et à souhaiter que ces hommes sortent de là vivants.
Et l'on se rend tous compte de la valeur intrinsèque de la vie d'un être humain. Voilà donc, bel hommage à la vie d'Antonio Banderas. Le film sortira en France et dans le monde au mois de novembre. Los 33, les 33, merci beaucoup. Waouh, quel accent espagnol. Tout à fait, c'est impressionnant. Allez, retour en Israël avec ce chiffre, autre chiffre, 25%. C'est la baisse que connaît le tourisme dans le pays cette année. Et la petite ville balnéaire d'Eilat est en première ligne et a attiré 46% de visiteurs étrangers en moins qu'en 2014. C'est pourtant une destination touristique populaire, située entre mer et désert et qui offre de nombreuses attractions. C'est ce qu'a testé pour nous Sandy Fortis avec Pazitansk. Des hôtels somptueux à 2 pas du désert, une promenade bondée de jour comme de nuit, des bars et des restaurants à perte de vue. Bienvenue à Las Vegas. Bienvenue à Eilat. Ici, pas de casino, mais de nombreux autres atouts. Le plus grand, la mer Rouge. Le fait d'être au bord de la mer Rouge est un avantage. Ça nous permet notamment d'avoir des attractions telles que l'observatoire sous-marin et le récif des dauphins. On peut y découvrir les merveilles de la mer Rouge. Située au sud du pays, Eilat est une ville où la température monte très vite. En été, la moyenne se situe autour des 40 degrés. Pas évident donc de se rafraîchir en restant hors de l'eau. Enfin, c'était sans compter sur l'Ice Space, un espace entièrement fait de glace installé dans une ville caniculaire. Équipé de la tête aux pieds, on est invité dans un univers glacé, igloo, toboggan, pingouins géants et même une boisson très rafraîchissante, de quoi vouloir rapidement retourner se faire griller au soleil. Comme à Las Vegas, à Eilat, on passe en à peine quelques mètres de la ville ultra-moderne au grand désert. En quad, à dos de chameau ou en jeep, on y découvre de magnifiques paysages. Des monts aux multiples couleurs grâce aux nombreux minéraux présents dans la région, des vues à couper le souffle, et sur le mont Yoash, à 740 mètres d'altitude, un privilège comme il en existe peu, on se retrouve sur le seul lieu au monde où l'on peut apercevoir 4 pays dans le même paysage, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, Israël et l'Égypte. Le tout avant d'assister à l'un des plus beaux couchers de soleil sur les dunes et partager des mets locaux autour d'un feu de camp au milieu de nulle part. Bon, vous l'avez compris, difficile de s'ennuyer à Eilat. Parc d'attractions, boutiques, plages paradisiaques en journée, restaurants, bars et boîtes pour les soirées. Et la petite ville ne cesse de s'inspirer de la plus grande ville du Nevada. Certains hôtels ont même créé leur propre show pour divertir les touristes. Depuis 12 ans, le Wow Show émerveille ses spectateurs avec des tours toujours plus spectaculaires. Des dizaines de danseurs, d'acrobates et d'autres artistes venant des 4 coins du monde, dirigés par Anor Rosen, enchantent chaque soir leur public. Après le Mad Wow, place au Wasplash dès le mois d'août. Eilat est définitivement un mini Las Vegas. Et depuis peu, la ville a même sa propre fontaine, un projet du ministère du Tourisme qui a coûté près de 2 millions d'euros. Une majestueuse fontaine accompagnée de jeux de son et lumière qui attire chaque soir des centaines de passants. Un spectacle quotidien qui n'a rien à envier à son grand frère. C'est un événement dans le monde du hip-hop. On va parler musique. Il a sans aucun doute forgé la scène du rap américain. Dr. Dre sort un album après 16 ans d'absence. Il est également producteur et pionnier sans doute dans cette industrie qui est devenue aujourd'hui le rap américain. Rudy, vous nous expliquez pourquoi la sortie de cet album est un événement. André Romel Young, dit Dr. Dre, donc vient en effet, dans son émission de radio, annoncer la sortie 16 ans après son dernier album, d'un nouvel album. Alors pourquoi est-ce un événement? Pas parce qu'il y a un rappeur qui s'appelle André, quelque chose de rare, parce que Joey Starr s'appelle bien Didier, non, parce que Dr. André 3000, c'est encore une autre histoire. Parce que Dr. Dre, bien, c'est bien plus qu'un rappeur, c'est un producteur, c'est un businessman au parcours absolument incroyable. Mais avant de vous raconter évidemment son histoire, retour en musique sur des tubes que vous connaissez de près ou de loin. Oui. It's the one and only D.R.E. Dr. Dre, love buck. You know I'm mobbing with the D.O.G. Straight off them killer streets of CPT. King of the beach, you ride to him in your fleet. Wood, coop the field, rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop. What? Still Snoop Dogg and D.R.E. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day.
Voilà, des paroles avec des gens pas contents, des voitures qui sautillent, des filles très peu habillées. Et bien, Dr. Dre n'est autre que l'inventeur, avec son ami Snoop Dogg, de ce qu'on a appelé le gangsta rap. Alors, il commence sa carrière en tant que disc jockey du côté de Compton. C'est une banlieue de Los Angeles qui est gangrénée par la violence, gangrénée par les gangs. Et puis, il se met à rapper. Il sort en 88 un premier album avec le groupe NWA qui forme avec Ice Cube. C'est un album aux paroles très violentes, avec des titres très poétiques comme Fuck the Police. Le gangsta rap était alors né. Il quitte le groupe en 90, il va fonder directement sa propre maison de disques et il sort dans la foulée son premier album que vous voyez qui s'appelle The Chronic, qui est un événement dans le monde du hip-hop et ça devient une référence dans les années 90 après une série de meurtres dans le rap, dans le gangsta rap. Il se fait très discret, il s'agit un petit peu, il revient en 99 avec l'album 2001, succès encore. Dr. Dre là change de carrière et se mue en l'un des producteurs les plus doués de sa génération. Il découvre notamment le rappeur que tout le monde connaît, le rappeur blanc Eminem, avec qui il va partager la scène dans un collectif de rappeurs West Coast, comme on dit, la côte ouest des États-Unis. Alors là, le succès est total. Il remporte cette année-là 6 Grammy Awards et le titre de producteur de l'année, c'est un titre que aucune personne venue, aucun producteur venu du monde du hip-hop n'avait obtenu avant. Donc voilà, il marque complètement l'histoire de la musique. Voilà, pionnier dans son domaine, mais il faut le rappeler, vous le dites très justement, Dr. Dre, c'est avant tout un homme d'affaires. Oui, alors on parle beaucoup de ces rappeurs devenus hommes d'affaires avec plus ou moins de succès. Eh bien, Dr. Dre, lui, c'est vraiment un symbole de réussite et puis c'est un symbole de génie marketing. Il pèse aujourd'hui 700 millions de dollars grâce à la marque qu'il a créée, qu'on voit et qu'il a revendue à Apple, Beats. Alors c'est une marque de casque audio très haut de gamme qu'il a fondée en 2008 avec le producteur Jimmy Iovine. Et alors le coup de génie, c'est quand pour les JO de 2012, il a la bonne idée d'envoyer à tous les athlètes qui vont participer à ces jeux des casques audio. Alors évidemment, ils vont profiter de ce cadeau après les événements et donc on va voir. C'est une pub d'enfer. C'est une pub d'enfer et cette année-là, le chiffre d'affaires augmente de 116%. Cerise sur le gâteau, en 2014, eh bien Apple rachète son entreprise pour la coquette somme de 3 milliards de dollars et donc en fait automatiquement le rappeur le plus riche du monde. Pour conclure en 20 secondes, il a plus de 40 ans, il est extrêmement riche. 50 ans. Il a 50 ans. Pourquoi il a besoin d'un album? Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu et en fait mi-août sort dans les salles un film qui raconte son histoire à Compton, un film qui raconte les débuts de son groupe dont je vous parlais, NWA. C'est donc la bande originale en fait de ce film qui va servir de 3e album du rappeur et il a bien signifié que cela sera son dernier, le grand final comme il le dit sur Twitter. Donc c'est un album enregistré dans le plus grand succès qui sort dans 3 jours. Là aussi il montre son génie marketing et il donne un autre exemple de son talent. Merci Rudy, ça sort dans 3 jours. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer une très belle journée. On se retrouve demain. Tout de suite un nouveau point sur l'actu. Portez-vous bien.